Eh bien, je vous propose de démarrer les échanges et puis d'autres se joindront à nous en cours de route. Donc, merci beaucoup à Uwe, Rémi et Gabriel qui sont avec nous pour partager avec vous sur un sujet important. Quelles sont les nouvelles ambitions européennes sur ces questions de rénovation des bâtiments? Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Comment les opérationnaliser? Donc, c'est tout l'objet des échanges qu'on aura aujourd'hui avec une petite séquence de décryptage par 4 regards différents. Le mien, celui de Uwe, donc allemand, qui travaille à l'Agence allemande de l'énergie, Rémi, qui travaille effectivement à Bruxelles pour Efficient Building Europe, et puis un grand maître d'ouvrage, Gabriel Humbert de chez Vivest, pour voir un petit peu, vu de différents prismes, où sont ces sujets et quelles sont les dynamiques. Alors peut-être pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Ressort, on est quoi? On est une structure ESS qui vise à incuber des projets de transition de filière. Comment accompagner en tout cas ces progrès de l'écosystème de l'habitat sur une trajectoire net zéro. Et on travaille beaucoup pour des institutionnels et des pouvoirs publics pour accompagner des dynamiques collectives de filière. Et notamment, on est les représentants en France du mouvement de coopération Énergie-Pompe France, qui vise à faire d'une réalité une ambition de bâtiment net zéro en 2050, avec des activités aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, et puis aussi des développements en Irlande, en Belgique, en Lituanie, et puis peut-être ailleurs demain, dans le cadre de différents projets de coopération ouverte européenne. C'est qui nous sommes. Et cette curiosité européenne est au cœur de ce que l'on veut, pour se servir de l'Europe comme d'un levier puissant de décarbonation de nos stocks de bâtiments. Alors, premier sujet, c'est de se dire, voilà, il y a une directive européenne sur l'efficacité énergétique des bâtiments qui a été votée en avril 2024. C'est un des derniers textes du dernier Parlement sur ces sujets. Et comme ça va être un cadre assez structurant, ça nous semblait important de revenir dessus parce qu'effectivement, on va arriver vers 2 ans de mise en œuvre de cela en France. Et donc, ça va être un vrai sujet d'actualité qui sera à construire par les États membres et leurs parties prenantes pour voir quelle est la meilleure façon de le transposer. Ce qui nous semble important à retenir dans une perspective de rénovation, et notamment sur les questions de logement, c'est qu'il y a effectivement des mises en œuvre de standards de performance minimaux, qui est vraiment une nouveauté, avec effectivement une obligation pour tous les bâtiments neufs d'être zero emission building, et on reviendra sur ce que ça veut dire, ce zero emission building en 2030. Donc assez vite, voilà, il faut aller très loin dans la performance en neuf. Il y a aussi des obligations fortes pour les collectivités et les entités publiques / parapubliques, notamment les OPH, quand on parle du logement social en France, les bailleurs sociaux à capitaux publics, d'avoir 3% de leur surface rénovée chaque année à un niveau Zero Emission Building ou Nearly Zero Emission Building. Ça veut dire en gros en français classe A ou classe B. Donc, ce n'est pas anodin, 3% de ces surfaces à rénover en A ou en B chaque année, mais effectivement, c'est l'obligation de cette directive qui sera transposée en France sur ces sujets. Et puis, il y a aussi des obligations fortes sur le tertiaire, qui avait un peu devancé en France le décret tertiaire. Mais on voit bien que c'est un sujet important que ça accélère en cas des rénovations massives sur le secteur tertiaire. Alors, il y a aussi des choses intéressantes à noter sur l'évolution des mix énergétiques, des consos résiduels dans les bâtiments, une fois qu'on les a rénovés, avec notamment l'interdiction des chaudières à énergie fossile dans les logements en 2040. Donc, l'idée, c'est que comme en 2035, fin du véhicule thermique dans l'automobile, ce signal réglementaire fort arrive en 2040. Et donc, notamment, tous ceux qui sont encore connectés au gaz fossile, il va y avoir des sujets de déconnexion à organiser quand on a des chaudières. Donc ensuite, il y a aussi l'obligation de solarisation des bâtiments neufs d'horizon 2029. Donc le solaire dans le logement, ça va devenir la norme et ça va devenir obligatoire partout en 2029. Et puis il y a des réflexions sur la flexibilité énergétique, l'effacement, qui va être aussi introduit dans le tertiaire. Et puis, ce qui est aussi important, c'est qu'au-delà de l'objectif 2050, il y a de plus en plus d'introduction de points de passage 2030, 2035, 2040. On ne peut pas se dire, oui, tout va bien, j'ai un plan 2050, on va commencer en 2048. Non. L'idée, c'est qu'il y ait des points de passage intermédiaires un petit peu clairs, avec notamment des gros objectifs sur le fait que 2035, sur des gains de performance énergétique, beaucoup a été fait, avec des priorités pas que sur les bâtiments d'étiquette EFG, mais DEFG, avec une volonté que les États doivent prouver que 55% des efforts d'efficacité énergétique de leur pays étaient menés sur les 43% des pires logements. Donc, ça veut dire qu'il y a un besoin que beaucoup soit fait sur les étiquettes DEFG et pas que les EFG. Et puis, ce qu'on observe aussi de façon intéressante, c'est l'ajout de critères non énergétiques. De plus en plus, se préoccuper des questions du carbone en cycle de vie, c'est aussi quelque chose bien sûr d'important.
de s'intégrer aussi des questions de pauvreté énergétique et pas juste une baisse des consommations, et puis des questions de qualité de l'air qui sont des aspects effectivement importants et structurants de cette directive. C'est la première fois qu'on a des obligations combinées de qualité d'air combinées effectivement à des questions de performance énergétique. Et puis, il y a des sujets qui sont encore un petit peu flous, avec peut-être pas mal, voire trop de liberté à voir aux États membres pour transposer cette directive. Parce qu'effectivement, atteindre l'objectif, ça peut se faire par différents mix de politiques publiques. Et là, pour le coup, le choix était de se dire de laisser de la flexibilité. Ce qui va relever de l'obligation, de la subvention, ce qui va relever du conseil, du soutien technique. Donc, c'est à chaque pays. Parce que si un pays peut choisir, moi, j'aide beaucoup à l'investissement les bailleurs sociaux, mais pas du tout les privés. Ou bien je rends obligatoire la rénovation dans le bureau, mais ce n'est pas obligatoire pour les particuliers. En tout cas, aussi, il peut y avoir des approches nuancées par segment de marché qu'il appartient à chaque État de fixer dans cette façon de faire. Sachant qu'il y aura quand même une synthèse des meilleures pratiques qui va être transmise par la Commission aux États membres pour les inspirer dans les meilleurs modes de transposition. Choses qui ne sont pas encore très claires et qui viendront plus tard, c'est notamment cette notion de bâtiment zéro émission. Donc l'idée de qu'est-ce qu'effectivement ce niveau de performance obligatoire à partir de 2039. L'idée, c'est que pour éviter des déraisonnables, il y aura tous les 5 ans un point technico-économique pour voir qu'est-ce qui est effectivement pertinent au coût global de demander comme exigence thermique et performancielle. Donc aujourd'hui, certains parfois ont les craintes que les derniers kilowattheures soient durs à atteindre, ou parfois on se rend compte que non, il y a des niveaux de performance élevés qui peuvent être effectivement tout à fait pertinents au coût global. L'idée, c'est qu'il y aura des revues là-dessus. Il y a aussi des questions pas complètement tranchées sur qu'est-ce qu'une chaudière à énergie fossile, avec notamment un statut du biogaz qui n'est pas complètement clair. Et quand on parle de chaudière, ça veut dire qu'il y a quand même des bâtiments, quand ils sont connectés à des packs hybrides à gaz, ce n'est pas interdit à partir de 2040. Ce qui sera interdit, c'est vraiment les chaudières à énergie fossile. Donc, il y a des choses à arriver. Il y a aussi des choses qui sont importantes à noter, c'est qu'il va y avoir des réformes des DPE. Ce n'est pas fini, parce qu'effectivement, il y a eu pas des transpositions ou des adaptations nationales qui plaisaient moyennement à la Commission, parce que parfois, il y a des considérations de politique intérieure. On ne peut pas se permettre d'avoir des étiquettes qui soient trop hétérogènes d'un pays à l'autre. Alors certes, le climat de la Grèce n'est pas celui de la Finlande, donc ça peut nécessiter des adaptations climatiques. Mais en tout cas, on se rend compte qu'effectivement, parfois certains se fatiguent du fait qu'il y a déjà eu des réformes du DPE en France. La bonne ou la mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas fini et que ça va a priori apporter plus de rationalité pour éviter des exemptions du type « Ah ben c'est bon, ces gens-là sont plus en pauvreté énergétique, ils sont dans des bâtiments de moins de 40 mètres carrés, on a changé les règles. » Donc ça, c'est plus possible, ça va devoir être en tout cas revu. Et puis, il y a aussi un regard d'opérateurs BTP qui font le constat de se dire qu'aujourd'hui, c'est à beau être très cadrant, très précieux, ça ne donne pas une capacité de planification suffisamment précise aux opérateurs BTP. Et c'est quelque chose que certains regrettent, comme le fait que c'est bien d'avoir des obligations, mais si on n'a pas les budgets, les solutions de financement qui permettent de les atteindre, ça restera quelque chose de difficile à mettre en œuvre. Donc, ça sera des choses à voir. Mais en tout cas, ce qui est à retenir, en tout cas, c'est grosse priorité sur les pires logements, des réformes des DPE, et puis des paliers intermédiaires qui vont arriver, avec par contre un dosage entre soutien financier, obligations, soutien technique en aide à l'investissement ou en ingénierie, qui va être effectivement des mesures à doser par chacun des grands États. Donc, autre point important, il y a une grosse mise en avant des guichets uniques, des one-stop shop. OSS en anglais, ça n'a rien à voir avec Jean Dujardin. C'est vraiment cette notion de one-stop shop pour effectivement se dire que c'est une bonne pratique importante de faire de l'agrégation de projets chez les particuliers ou chez les bailleurs sociaux, mais de se dire de l'agrégation territoriale de projets pour engager des massifications. C'est quelque chose d'absolument précieux et très encouragé. Donc des dynamiques telles qu'Energiespont, des centrales d'achat intermèdes d'ouvrages ou ces services territoriaux de rénovation qu'on a pu en observer, avec souvent un soutien fort des collectivités. C'est vu comme des bonnes pratiques vraiment importantes dans cette logique qu'on doit faire beaucoup. Lancer des dynamiques de quartier et de territoire, c'est quelque chose qui est vu comme assez essentiel à mettre en œuvre. Et donc, en synthèse, des dispositions présentes qui renforcent les choses. Il y a parfois des choses que la France avait fait un peu en avance de face sur d'autres pays qui sont réappuyées comme à faire. Le décret tertiaire, interdiction de location EFG, développement de services territoriaux de rénovation comme les STF, des bâtiments neufs avec des contraintes carbone en Asie, ou l'existence d'une planification écologique. C'est des choses sur lesquelles l'Europe en Suisse, c'est important, ça doit continuer, ça se généraliser en Europe. Et puis, il y a des sujets qui n'étaient pas aussi clairement affichés en France, qui vont devoir l'être. Fin des chaudières gaz, obligation du photovoltaïque en logement, s'attaquer véritablement au logement en classe D, arrêter de truquer les DPE, des jalons précis 2030, 2035, 2040, et puis ce dosage fin entre sous-secteurs et 40 bâtons qui va être à caler. Donc, voilà un petit peu ce qui va
arriver, hein, et ce cadre structurant. Comment ça se déclinera en France pour chacun? C'est les 2 ans à venir qui vont permettre de le calibrer. Hein, mais le message quand même clair que nous envoie l'Europe, c'est qu'on ne mollit pas, on accélère. Et il faut poser des bases qui permettent de structurer une politique industrielle à moyen terme en rendant plus opérationnels ces grands enjeux et en intégrant les enjeux de financement pour arriver à la réaliser. Voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire sur la directive, mais la directive, ce n'est pas tout, et c'est ce que va nous apporter comme éclairage Rémi. Hein, il y a d'autres éléments de politique publique européenne qui vont arriver dans les mois à venir. Rémi, à toi la parole. Oui, merci beaucoup. Donc je m'appelle Rémi Colombet, je suis, le responsable de plaidoyer à Efficient Buildings Europe. On est le syndicat d'industrie européen, pour les bâtiments performants et on réunit 2 grands industriels. Notre particularité, c'est d'avoir aussi bien des membres qui vont travailler sur l'enveloppe des bâtiments que des membres qui vont travailler sur, le chauffage, décarboné, sur les systèmes de contrôle, sur même les logiciels. Donc couvrir vraiment un panel de technologies qui soit relativement représentatif des solutions qu'on a aujourd'hui à notre disposition pour rendre les bâtiments plus performants. Slide suivant, s'il te plaît. Donc l'idée de cette présentation, c'est de commencer par une approche très macro sur l'impact des élections et ce que ça veut dire sur le pacte vert et sur les réglementations sur les bâtiments au niveau européen, pour après regarder quel peut être le rôle des industriels dans ce prochain mandat et ce sur quoi on va vouloir se concentrer. Donc, première étape, regarder les résultats des élections. Pendant longtemps, on a eu des retours qui nous disaient, bon, il y a un vrai risque de vague droite, extrême droite, peut-être un changement de majorité, qui aurait été un énorme problème pour notre secteur, on ne va pas se mentir. Ça n'a pas été le cas, heureusement. La combinaison des droites les plus extrêmes et des chrétiens démocrates n'obtient pas la majorité. Et du coup, il y a une grande chance, et c'est la direction dans laquelle on va aujourd'hui, de retomber sur nos pattes, entre guillemets, sur quelque chose qu'on connaît très bien, qui est une majorité composée des sociodémocrates, des libéraux, des chrétiens démocrates, et peut-être des Verts encore aujourd'hui. On voit que pour avoir une majorité de soutien, la maintenant possiblement présidente de la Commission européenne pour un second mandat, Ursula von der Leyen, aura besoin de 360 votes. En faisant un petit peu les calculs et en regardant les précédentes mandatures, on voit qu'il y a 13% de pertes, plus ou moins, en termes de vote sur les partis, et que juste avec les sociaux-démocrates, les libéraux et les chrétiens-démocrates, on tombe juste. Donc c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui les Verts faire des appels du pied à l'établissement d'une coalition un peu plus grande, avec des demandes de sécurité sur le maintien du pacte vert, et que la présidente de la commission désignée pour l'instant les a rencontrés la semaine dernière. Il y a un très bon papier qui est sorti de l'Institut Jacques Delors sur le futur du pacte vert, et il y avait deux grandes interrogations pendant la campagne sur sa remise en cause, notamment après les manifestations des agriculteurs et d'autres. Globalement, c'est quelque chose qui est extrêmement structurant au niveau européen et qui sera très dur à remettre en cause. Donc, on peut avoir quand même des certitudes sur la pérennité de ce pacte vert sur les années qui vont suivre. Par contre, on voit que le marketing qui est fait autour de mesures écologiques et de la transition change au niveau européen. On parle aujourd'hui beaucoup plus de compétitivité, d'industrie que de transition écologique. Ce qu'on met derrière, souvent, c'est un petit peu la même chose, mais la façon de les présenter va être un petit peu différente. Et d'une certaine manière, si c'est fait correctement, et c'est ce à quoi on doit s'atteler, c'est pas forcément une mauvaise chose, dans le sens où ça va permettre une approche de planification industrielle et de planification écologique un peu plus poussée que ce qu'on a eu jusqu'à présent. En termes de représentation et de portefeuille au sein de la commission, c'est pas encore extrêmement clair. Il y a des gens qui sont positionnés, qu'on connaît bien, pour reprendre
dossier Pacte Vert, l'ancienne ministre de l'énergie espagnole, Teresa Ribera, Maroš Šefčovič, qui finit son 3e mandat à la Commission et qui a été désigné par la Slovaquie pour continuer. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a quand même des demandes de plus en plus pressantes de l'extrême droite européenne qui est au pouvoir dans plusieurs pays pour avoir des portefeuilles assez importants dans la prochaine Commission. Et quelque chose que personne n'avait prévu, les élections législatives françaises qui pourraient avoir un impact beaucoup plus important que le résultat des élections européennes, dans le sens où aujourd'hui il y a une grosse question sur le futur de la position française sur tous ces sujets, sur la nomination du commissaire ou de la commissaire française. Emmanuel Macron pousse pour que Thierry Breton soit maintenu, mais il n'y a pas de clarté sur qui doit nommer en fait cette personne, et on voit déjà des partis de l'opposition s'opposer à cette nomination. Et si l'extrême droite arrive au pouvoir en France, on aura une situation où, avec l'Italie, avec la Hongrie, avec le gouvernement néerlandais et d'autres, il y aurait potentiellement une minorité de blocage au Conseil, et ce qui laisserait entendre un ralentissement de toutes les mesures potentiellement écologiques dans les prochaines années. Donc il y a un vrai risque à ce niveau-là qui reste encore à être pleinement évalué, et on verra les résultats des élections la semaine prochaine. Slide suivante. Donc, en termes de timeline pour le début du mandat, la réponse, le résumé un peu facile, c'est de dire que les choses vont commencer d'ici 6 mois. Plus concrètement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de mise en place qui va se faire, aussi bien sur le plan des personnes que sur un plan programmatique dans les prochains mois. Donc, on va avoir le vote et l'élection de président de la Commission, à peu près sur aujourd'hui, que ce sera Ursula von der Leyen d'ici la fin juillet, les commissions au Parlement qui vont se mettre en place à peu près au même moment. Et en ce moment, les équipes de la Commission sont en train de travailler sur des idées pour le prochain mandat et sur la préparation des futurs commissaires pour les auditions qui auront lieu en octobre. On attend la nouvelle commission pleinement formée le 1er novembre pour un début de mandat environ à ce moment-là. Prochaine slide. Donc, juste pour revenir, une vision très macro de ce qui a été fait et de ce à quoi on peut s'attendre pour le prochain mandat. Au niveau européen, aujourd'hui, on a un triple objectif pour le bâtiment, un objectif de décarbonation, de réduire les émissions au travers de plusieurs dossiers, donc le marché de carbone qui a été étendu au bâtiment, mais aussi des directives d'efficacité énergétique et de la DPEB. À côté de ça, et ce qui pour nous doit vraiment être une jambe à part égale avec la décarbonation, qui est la réduction de la demande. Donc, dans l'idée encore de décarboner, de faire baisser les factures, d'augmenter la compétitivité. Donc ça, précisément, ça va être plus la directive efficacité énergétique et la DPEB, et la lutte contre la pauvreté énergétique, où à ça va s'ajouter le Fonds social pour le climat. Avec de plus en plus aussi la conjonction de transition écologique avec transition numérique et des dispositions sur la flexibilité dans les bâtiments, dans la DPEB, mais aussi dans la réforme du marché de l'électricité. Donc pour les prochaines années, ça va être essentiellement aujourd'hui de la mise en place maintenant de ce paquet. On a les objectifs, comment concrètement on les atteint. Mais on regarde aussi déjà plusieurs choses qui ont été évoquées, notamment suite et en complément du pacte vert, un pacte industriel qui est dans les cartons de la Commission, et les objectifs 2040 qui commencent déjà à être discutés avec plusieurs positions qui sont poussées, avec juste une augmentation, on va dire, de l'ambition dans les différents secteurs, ou une approche vraiment différente qui offre plus de flexibilité aux États membres en disant bah, vous avez juste un objectif de décarbonation et vous vous débrouillez sans objectif sectoriel, ce qui pour nous ne serait pas la bonne solution. Prochain slide. Donc pour finir sur le rôle de l'industrie et
ce qu'il y a à faire pour nous dans les prochaines années, j'ai séparé les choses en deux. Au niveau européen, il va y avoir clairement un challenge pour maintenir l'efficacité énergétique comme une priorité. Aujourd'hui, on voit que l'efficacité énergétique est un petit peu encore perçue par les décideurs comme, et ce sont pas mes mots, mais une mesure de verre ou de décroissant ou des choses comme ça. C'est un souci par rapport à d'autres aspects de la transition, comme les renouvelables, comme l'hydrogène, comme les batteries, qui restent un petit peu dans le logiciel de production, de génération, qui collent avec un large spectre, on va dire, de l'éventail politique. L'efficacité énergétique n'est pas encore perçue pour l'opportunité industrielle que c'est aujourd'hui. Il y a un vrai travail de marketing quelque part à faire sur le secteur. Deuxième point au niveau européen, c'est de faire remonter les bonnes pratiques. Il y a énormément de choses extrêmement intéressantes qui sont faites au niveau national, régional, souvent financées par des fonds européens. Le retour de ces expériences n'est pas toujours bien amené, bien ramené au niveau européen pour inspirer la législation européenne. Et c'est à nous aussi de faire remonter, émerger, informer en fait sur ces bonnes pratiques et sur les choses qui fonctionnent. Et le dernier point qui est absolument essentiel, c'est de sécuriser un cadre financier favorable pour le secteur. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de programmes de soutien qui ont été financés via les plans d'emprunt post-Covid. Ils arrivent à leur fin en 2026. En 2027, il y a potentiellement l'extension du marché du carbone qui arrive sur les bâtiments, donc une augmentation des coûts du chauffage. Comment on fait? Et là, concrètement, il n'y a pas de réponse claire qui est donnée par les décideurs. Nous, les retours qu'on a aussi bien des députés et de la commission des États membres, c'est de dire: oulala, l'argent frais au niveau européen, il n'y a pas de majorité pour, c'est pas dans l'air du temps, essayer de débloquer l'argent privé. Alors, c'est une priorité également, mais il va falloir les deux. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir pousser également. Au niveau national, et je termine rapidement, c'est comme l'a dit Sébastien, des années de mise en œuvre des textes aujourd'hui, avec la première opportunité qui va être d'engager vraiment tous les gouvernements européens sur une dynamique de planification industrielle pour atteindre ces objectifs. Les plans nationaux de rénovation sont vraiment un changement d'approche et doivent être un changement d'approche, pas une simple collection de mesures qui existent déjà, mais vraiment une réflexion sur des objectifs, des mesures pour les atteindre et un financement approprié. Ensuite, c'est vraiment épauler les acteurs locaux, créer des espaces de coopération entre les différents acteurs qui ont besoin de se parler dans les filières, financeurs, le public, l'industrie, les artisans, et travailler sur les préconditions. C'est-à-dire, c'est très bien d'avoir des objectifs, mais il faut que les conditions soient là pour pouvoir les remplir, avoir les compétences et la main-d'œuvre pour engager les travaux, avoir un niveau d'information et les sources d'information. Et là-dessus, on revient sur les one-stop shops qui sont présents et qui sont là pour accompagner aussi bien les business que les citoyens, un financement approprié et de l'innovation pour rendre la rénovation plus pratique, plus rapide, moins chère. Tout ce qu'on veut. Voilà. Merci beaucoup, Rémi, de ce regard. Uwe, je te donne la parole pour que tu nous exprimes un petit peu comment ça se passe en Allemagne, quelle est la dynamique politique et comment s'oriente effectivement ce changement d'échelle nécessaire sur la rénovation en Allemagne. Oui, merci Sébastien pour inviter. Je veux bien partager mon écran. Un petit seconde. Ça doit aller maintenant. Voilà, je vais bien vous parler de la rénovation en série. J'espère que vous voyez mon écran. Voilà. Et voilà, pourquoi est-ce que je vais parler de la rénovation en série en Allemagne? Parce qu'on a le même problème que la France. On veut doubler le taux de rénovation parce que c'est nécessaire pour atteindre un niveau de climat neutre en 2045. C'est l'objectif. Et pour ça, c'est nécessaire d'avoir un facteur 2 à 3 dans la rénovation. Alors, comment on peut le faire? Bon, d'abord, la question pourquoi on ne rénove pas assez en Allemagne, en France, en Europe? Ouais, c'est toujours les mêmes raisons. C'est trop compliqué, c'est trop lent, c'est trop cher et la qualité, de fois, ce n'est pas satisfaisant.
Je crois que c'est la même chose en France qu'en Allemagne. Alors, quoi faire? C'est ça la raison pourquoi on a un taux de rénovation de 0,7% et on veut le doubler, mais on n'a pas assez d'artisans. Alors, la réponse, c'est assez clair. Il faut doubler la productivité dans le secteur de la construction. Ça veut dire 2 fois plus de rénovation par professionnel, parce que sinon, on n'a juste pas assez d'artisans pour faire de la rénovation. C'est clair qu'il faut travailler d'une forme différente alors, et ça veut dire pour nous, dans la DNA, l'objectif, c'est avoir un package tout compris, ça veut dire sans souci, c'est la rénovation, penser la rénovation comme un produit. Et ce produit, il faut que ça soit simple et bon, rapide, abordable et bon au même temps. C'est tout ce qu'il faut pour un bon produit pour le vendre. Et c'est tout ce qu'il faut pour avoir un produit hautement évolutif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en détail? Vous voyez là, je crois que ça serait imaginable d'avoir un configurateur en Internet pour tout ce qui est pour les clients privés, mais aussi les clients publics, pour savoir les coûts en avance, par exemple. Plus rapide, ça veut dire 2 mois de temps de construction pour nous, par un immeuble à plusieurs logements. Et abordable, pour nous, ça signifie qu'on veut réduire les coûts de construction vraiment pour que ça soit possible de payer les coûts de rénovation par tout ce qu'on réduit en termes d'énergie. Mais il faut qu'une rénovation soit bonne au même temps. Ça veut dire une grande économie d'énergie, durable, mais aussi neutre en carbone dioxyde. Comment est-ce qu'on peut le faire? On a déjà plein d'exemples en Allemagne où on voit qu'il y a 2 choses très importantes. C'est le processus de la rénovation qu'il faut optimiser, mais en même temps, c'est d'autres produits standardisés dans la construction. Ça veut dire on fait une numérisation en 3D, une planification optimisée pour la rénovation. On a une préfabrication du toit, de la façade, de toute la technologie qui est dans la maison. Et après, c'est que monter les éléments. Et pour le montrer un petit peu, je vous ai amené un petit vidéo d'un projet en Allemagne. Voilà, c'est une maison, une résidence d'étudiants à Herford en Allemagne. Et c'est une maison très normale en Allemagne avec 3 niveaux, avec pas du tout, c'est pas encore isolé, pas du tout. Et voilà, on voit que c'est le toit qui est enlevé. On met un nouveau toit, les panneaux solaires déjà inclus, et on fait pareil avec la façade. Il y a une structure de bois au-dessus, et après, on met les éléments au-dessus avec les fenêtres déjà inclus, les portes déjà inclus. Et tout ça, tous les 4 immeubles étaient rénovés dans 4 mois. Ça veut dire c'est à peu près 1 mois, 2 mois par maison. C'est assez rapide et c'est aussi assez agréable pour les locataires qui vivent dedans. Petit exemple. Et qu'est-ce qu'on voit en échelle de l'Allemagne? Où en sommes-nous en termes de nombre? En Allemagne, on a déjà 28 projets achevés en ce qu'on appelle rénovation en série. On a 19 projets en cours. On arrive presque à avoir à peu près 1000 unités d'habitation achevées dans quelques mois. Mais on a plus de 130% en planification. Ça veut dire qu'on a une subvention qui subventionne ces projets de rénovation en série. Et là, il y a déjà 6500 unités qui vont être subventionnées dans les prochaines 2 années.
Ouais, il y a plusieurs phases du développement de marché. Là, avec les immeubles collectifs, on est assez loin déjà, à un niveau assez élevé, mais on a aussi commencé à rénover les bâtiments non résidentiels et les maisons individuelles. En termes d'entreprises, il y a déjà des centaines d'entreprises en Allemagne, des premières gigafactories qui produisent ces éléments de façade et de toit à grande échelle. Après, au niveau politique, où sommes-nous? Ouais, d'abord, c'est la politique allemande qui a reconnu qu'il faut changer quelque chose, qu'il faut ouais, supporter le marché de la rénovation en série avec une équipe en Allemagne, c'est l'équipe de la DENA, parce que sinon, ça prend beaucoup de temps pour mettre des innovations pour les enlever à grande échelle. Ça veut dire la photovoltaïque, ça a duré plus de 45 ans, l'électromobilité, ça a duré 125 ans, mais on n'a pas assez de temps pour attendre tant de temps. Ça veut dire que la rénovation en série, on veut que ça soit possible à grande échelle dans 10 ans. Et pour ça, on a commencé à financer une équipe, c'est mon équipe en Allemagne, à partir de 2017 avec jusqu'à 2026, après on verra, avec plus de 20 millions d'euros. Après, on a commencé l'année dernière à financer les projets de rénovation en série. J'ai déjà dit que ce sont 6500 unités d'habitation jusqu'à avril et ça continue, alors ça va en être encore plus. Et c'est à peu près 350 millions d'euros qui investit l'État à ces édifices, ces maisons. Après, on a commencé à financer les études de faisabilité de l'innovation. On l'a arrêté parce que aussi en Allemagne, le budget, l'État n'est pas assez grand et pour ça, on a fait une petite pause là. Mais après, nous, comme équipe, on voit aussi comment on peut changer la législation en Allemagne. Ça veut dire on s'est concentré sur certaines lois qui empêchent la rénovation en série à grande échelle. Ça veut dire d'abord, la rénovation en série est inclue dans les stratégies de l'État et des provinces. Après, on parle avec l'État et les provinces sur la modification législative. Par exemple, sur la droit de la construction pour simplifier les permis de construire. Après, c'est le droit des marchés publics parce que les offres fonctionnelles ne sont pas encore incluses, ce n'est pas assez facile de le faire. Et après, le droit de l'économie d'énergie, par exemple, là, on peut faciliter l'innovation en changeant la loi. C'est un peu les projets qu'on a en Allemagne. Et voilà, s'il y a encore plus de questions, je suis bien prêt de les répondre. Merci. Merci beaucoup, Uwe, pour cette perspective. C'est précieux de voir en tout cas à quel point il y a une accélération en Allemagne sur ces sujets pour arriver à transposer en tout cas cette directive européenne en appuyant effectivement la planification et le changement d'échelle. Merci beaucoup de cet éclairage. Ça devrait probablement nous inspirer sur les territoires français. Je vais passer la parole à Gabriel pour voir comment, comme maître d'ouvrage, en tout cas chez Vivest, comment ça l'inspire, comment ça impacte sa façon de travailler, sachant que bien évidemment, il n'avait pas attendu effectivement ses ambitions européennes pour commencer à travailler, notamment sur stratégie de décarbonation. Merci à tous. Effectivement, donc Vivest, c'est un bailleur social donc du groupe Action Logement, c'est 23 000 logements donc en Lorraine. Et donc effectivement, tu peux passer à la diapositive suivante. Donc nous avons un projet important de décarbonation et d'économie d'énergie. Les deux sont liés parce que c'est aussi nos locataires qui doivent faire des économies d'énergie pour améliorer le pouvoir d'achat, mais aussi donc la décarbonation. Et donc, c'est tout le plan qui a été fait par Action Logement, donc qui a fait un plan avec 20 engagements
pour les économies d'énergie et de décarbonation. Et donc, dans ce cadre-là, Vives, qui est une filiale d'Action Logement, a choisi d'actualiser son plan stratégique patrimonial. Et c'est ça que je vais vous présenter et puis réagir aussi par rapport aux orientations européennes. Donc, nous avons fait tout un travail itératif entre les ambitions de décarbonation, d'économie d'énergie et la stratégie patrimoniale, qui se traduit chez un bailleur social par un PSP, un plan stratégique patrimonial. Et donc, on a fait vraiment une démarche itérative entre les ambitions et les capacités financières. Vous voyez le parc tel qu'il est aujourd'hui, c'est un parc qui est plutôt quand même bien vertueux par rapport à la moyenne nationale, avec de parcs anciens. Là, c'est l'actualisation par rapport aux nouvelles étiquettes. Et donc, le gros travail, ça va travailler dans un premier temps, notamment sur la passoire thermique, mais ça, on a quasiment fini. Mais le gros du travail, c'est comment on arrive à aller plus loin, notamment sur les étiquettes D. Donc, il y a eu un certain nombre d'échanges entre vraiment les capacités des équipes. En gros, il y a trois choses à tenir compte. Il y a les ambitions de décarbonation, mais il y a aussi les moyens humains et l'organisation de la technique derrière. La partie financière, on avait des simulations parfois qui rendaient infaisable le projet d'un point de vue financier. Et le troisième point, c'est aussi la capacité des acteurs économiques à faire, et c'est un point extrêmement important. Avancer. Donc, suite à tout ce travail, ce qui a été fait, c'est un plan de décarbonation qui arrive à un doublement de l'enveloppe travaux sur le parc existant. Donc, on passe de 125 à 250 millions d'euros sur la période 2024-2030 avec un certain nombre d'engagements. Donc, je vais peut-être commencer tout d'abord sur la partie ancienne. Donc, avec une totalité d'enveloppe de 900 millions d'euros sur 2024-2030. Donc, on peut passer peut-être sur la diapositive suivante. Sur le projet, c'est sur l'ancien, c'est se concentrer sur F et G, mais ça c'est fini, on est en fin, et concentrer sur les étiquettes E pour les éradiquer dès 2027. Et donc ça, aujourd'hui, il y a un certain nombre de dispositifs nationaux qui sont mis en place pour le financement. Et donc ça fonctionne, même si on se bat un peu pour avoir les financements, parce qu'il y a plus de demandes de bailleurs sociaux que de financements aujourd'hui qui sont fléchés. Donc il y a un vrai sujet sur cette partie-là. Mais ensuite, c'est surtout sur la partie des D, puisque Action Logement nous demandait aussi de travailler sur les étiquettes D pour aller plus loin. Et c'est vrai que là, on se trouve sur des grandes difficultés parce qu'on a des emprunts qui sont récents. Et comment faire de l'emprunt sur du patrimoine qui est non amorti, d'un point de vue financier, c'est extrêmement complexe. Et donc, on a fait des segmentations, des priorisations pour réussir à avoir des impacts les plus importants au niveau carbone. On a cherché des victoires faciles et qui ont un impact important. Donc, on est parti, par exemple, sur l'éradication, la décarbonation de l'ensemble des chaufferies collectives gaz. Ça nous semblait un moyen qui était efficace, puisque c'était plutôt facile, puisqu'il suffisait de substituer un moyen, mais en laissant l'équipement qui fonctionnait. Donc ça, c'était efficace et aussi, d'un point de vue décarbonation, très, très important. Ce qui est plus compliqué, c'est l'aider au niveau, effectivement, le reste du parc. Au niveau aujourd'hui, il n'y a pas de moyens de financement qui permettent d'équilibrer les opérations. Et même avec une augmentation de fonds propres, là, on est vraiment sur des grandes difficultés. Un point sur lequel il y a un point de réaction par rapport à la présentation des ambitions européennes, puisque Vives est plutôt quand même, Action Logement est assez en pointe sur ces sujets. Gabriel, ton micro est passé en coupé, si tu peux remettre ton micro. Alors, tu es encore coupé, on ne t'entend pas. Moi, c'est ma feuille. Voilà. Donc, effectivement, ce qui interroge, c'est l'interdiction des chaudières à énergie fossile.
on a une grande partie du parc qui est au gaz, notamment des chaudières individuelles à condensation, notamment qui sont assez récentes, qui ont été mises en place dans le cadre du coup de pouce C2E. Donc, vous voyez, c'est très, très récent. Ça a une durée de vie de 15 ans. Et donc, c'est vrai que ça interroge, puisque soit on passe en collectif, et si on passe au collectif, c'est quand même une complexité de changer tous les réseaux dans le bâtiment. Il y a des réglementations qui ont changé et qui ont durci les choses. Pour un bailleur, c'est aussi la gestion d'impayés qui peut être à faire, que la chaudière individuelle ne pose pas de question d'impayés. Et également une question de place, dans le bâtiment, puisque est-ce que le bâtiment a la place pour accueillir une chaudière collective. L'avantage aussi de la chaudière individuelle à condensation, c'est aussi l'eau chaude sanitaire. C'est très efficace et ça ne prend pas de place. Donc ça, c'est vraiment une question, c'est comment on arrive à trouver un moyen de substitution à cette chaudière qui fait aussi de l'eau chaude très rapidement, qui n'a pas besoin de ballons, puisque si on réinstalle des ballons dans des appartements qui sont parfois de petite taille, cela peut poser des problèmes. Si on perd 1 mètre carré sur un appartement de 40 mètres carrés, ça peut vraiment poser des difficultés. Donc voilà, sur la décarbonation, on a mis aussi en place des pilotages avec des dispositifs ELAX sur les chaudières électriques pour travailler sur ces aspects de pilotage. Mais par contre, une interrogation, c'est quel système pour remplacer la chaudière individuelle gaz à condensation qui a quand même beaucoup d'avantages aujourd'hui. Sur la production nouvelle, Action Logement a défini un plan qui était assez clair avec des avances de phase qui sont conformes aux attentes européennes. On a une grosse partie de la production qui est en RE 2025 et bientôt en RE 2028. Donc, on est vraiment dans cette démarche européenne et cette ambition. Et également, Action Logement souhaite le faire, c'est aussi pour acculturer l'écosystème, pour que il faut toujours qu'il démarre. C'est un peu les systèmes d'énergie Sprong, c'est lancer les démarches. Et donc ça fonctionne plutôt bien. Un deuxième point sur production neuve, à production nouvelle, on va dire plutôt, puisqu'on va changer de paradigme sur un certain nombre de choses, puisque une partie de la production nouvelle, qui est autour de 500 logements par an chez Vivest, va plus être en production neuve, elle va être en acquisition, amélioration ou en transformation d'usage. Donc, on transforme des bâtiments de bureaux obsolètes en logements, on retransforme des bâtiments, et tout cela dans une démarche d'économie carbone. Pour que ça soit aussi efficace, il faut quand même que ces réhabilitations soient faites avec des ambitions élevées. Il y a un calcul qui a été fait par la Foncière de transformation immobilière qui montre qu'il faut, donc c'est une autre filiale d'Action Logement, qui montre quand même qu'il faut que les bâtiments soient en B à la fin, donc plutôt labellisation BBC Réno, si on veut que sur 50 ans, le cycle soit plus vertueux qu'un bâtiment neuf. Aujourd'hui, sur la production neuve, donc il y a deux sujets. C'est vrai qu'on est précurseur sur les avances de phase, mais par contre, on n'a aucun dispositif financier qui permet d'équilibrer. Donc, c'est des fonds propres supplémentaires, parce que ça coûte plus cher. Il n'y a pas de dispositif financier qui permette d'équilibrer ces choses-là. Alors, dans le monde complexe des bailleurs sociaux, il y a des marges locales. Donc, normalement, il y a des loyers qui sont réglementés. Par le passé, on a eu des loyers qui pouvaient être bonifiés, donc avec la marge locale. Donc, qu'on était plus vertueux que la réglementation thermique. On pouvait avoir un petit supplément de loyer qui était pour le locataire amorti aussi par des charges plus faibles. Et donc, aujourd'hui, on n'a plus ce dispositif. Donc, c'est vrai que c'est des fonds propres, donc on est vertueux, mais c'est vrai que c'est un frein quand même au fait que chaque bailleur social puisse le faire, parce qu'il faut quand même des moyens financiers importants pour pouvoir le faire. Et la deuxième chose, c'est comment on arrive à trouver des matériaux de construction, du béton bas carbone. Voilà, ça c'est aussi la démarche qui est devant nous. Comment on arrive sur cette partie-là à travailler sur un changement des matériaux de construction pour avoir des choses moins émissives au niveau carbone.
voilà un peu les deux points que je voulais échanger, enfin les points que je voulais échanger avec vous sur la construction neuve et sur la partie réhabilitation. Et sur la partie réhabilitation, je note les 3%. C'est extrêmement ambitieux. Aujourd'hui, j'ai regardé ce que ça donnait chez Vivest. Malgré toute l'ambition, malgré le doublement de l'enveloppe financière, on n'arrivera pas à ces 3%. Clairement, c'est des investissements financiers qui sont extrêmement importants. Et surtout, c'est comment on arrive à faire de la dette sur de la dette. Et ça, c'est pas forcément faisable. Donc, il y a des moyens financiers qui doivent être trouvés aussi pour réussir à accompagner les bailleurs sur leur décarbonation. Merci beaucoup, Gabriel, pour ce retour. Et d'ailleurs, micro-précision, comme tu es un ESH, tu n'es pas soumis à cette obligation de 3% par an. C'est les OPH qui le seront, puisque c'est uniquement le fait d'être à capital public. Mais c'est vrai que ça ne va pas être facile pour tes confrères et consoeurs, effectivement, en OPH, sur ces questions. Hein, surtout qu'effectivement, ils ont parfois des manœuvres financières, enfin des capacités financières, encore parfois pour certains plus contraintes que les vôtres. En tout cas, merci beaucoup pour ces différents regards. Là, l'idée, c'est d'avoir effectivement, avec les gens connectés aussi, une séquence de questions-réponses après avoir ces différentes perspectives. Hein, une perspective macro de ma part pour regarder le légal, industriel sur celle de Rémi pour voir effectivement comment s'organise la filière économique, la vision pouvoir public de l'Agence allemande de l'énergie, hein, avec Uwe, et puis celle que tu posais, Gabriel, d'un grand maître d'ouvrage qui s'organise dans cet exercice de planification. Et voilà, maintenant, ravi de répondre aux questions. Je ne sais pas ce que sont en tout cas si des premières questions émergent. Certains veulent lever la main pour effectivement exposer leur envie de précision, regard. Alors, pour l'instant, personne ne lève la main. La timidité domine. Alors, Claire Simon, je vous en prie. Oui, bonjour. Claire Simon, moi je travaille à la RIVP, c'est un bailleur social parisien et je m'occupe des rénovations thermiques depuis 2015. Donc on est complètement dans ces questionnements sur comment accélérer les rénovations, parce qu'effectivement c'est des projets qui sont très longs, très complexes. Les deux réflexions qui me sont venues là, à l'écoute des premières présentations, déjà merci aux trois intervenants, c'était très intéressant. Donc le premier sujet, c'est le sujet effectivement de la capacité des acteurs, notamment entreprises à faire, et de la qualité des travaux. Là, on est confronté, nous, assez régulièrement à des défauts de pose des menuiseries extérieures, qui est quand même une part importante. Enfin, la menuiserie, ça joue sur une part importante de la performance de l'enveloppe. Et on a vraiment, même en travaillant avec des majors, on a vraiment du mal à avoir des gens qui sont suffisamment qualifiés ou encadrés, ou les deux, pour avoir finalement une réalisation qui est conforme aux objectifs de ce qui était conçu. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, intervenons, nous, sur la ville de Paris principalement, on est confronté aussi au sujet de la préservation du patrimoine ou de l'architecture. Et c'est vrai que le Energy Sprong, j'en avais entendu parler, c'est très séduisant, c'est très efficace, mais sur des bâtiments patrimoniaux, c'est assez compliqué à reproduire. Donc là, on a un vrai sujet sur tous ces patrimoines haussmanniens ou de la fin du 19e, même plus anciens. Merci beaucoup de ce commentaire, et c'est vrai, hein, je pense que ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'objectif macro, ramener le stock de logements en classe B, ça se fera parce qu'il y a des endroits où on peut facilement l'amener sans contrainte architecturale, et parfois aller en classe A à un coût global équilibré, des fois du B, puis des fois il y a des contraintes qui font qu'on ne pourra pas faire mieux que C, hein, parce qu'effectivement, on a beau le faire dans tous les sens, il n'y a pas de modèle économique. Hein, et je pense que ce qu'il faut viser, c'est vraiment ce parc qu'on aura 60% en moyenne en B en 2050, 20% en A et 20% en C. Donc, c'est intéressant de voir effectivement Gabriel montrer sa dynamique, en tout cas sur Action Logement, et déjà le mix à 2040, hein, avec 22% de A, 38% de B et 38% de C. Donc, on voit bien que cette dynamique, et par contre, cet objectif macro, il y aura peut-être effectivement notamment des maîtres d'ouvrage qui ont majoritairement du patrimoine en centre urbain, sont peut-être contraints d'être un petit peu en deçà, en espérant qu'effectivement d'autres compenseront en allant un peu plus loin. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai besoin d'équipe sociétale, et
sur ces questions. Et voilà, c'est une des approches, l'industrialisation de la rénovation, pour certaines formes de patrimoine dans certaines zones urbaines. Hein. Et on voit bien que les zones pavillonnaires ou les zones effectivement moins contraintes architecturalement, ça fonctionne, mais c'est pas l'alpha et l'oméga de tout. C'est une approche pour une partie du parc. Et puis après, je pense qu'effectivement, vous souleviez la question des enjeux de compétences, hein, et si on a un peu de la question de la poule et l'œuf, comment on planifie la demande pour que se structure une offre, qu'elle soit plus avec des budgets annuels mais pluriannuels. On voit bien que cet enjeu de planification, je trouve intéressant. Je ne sais pas si on aurait eu autant de projections dans le temps du même webinaire il y a 2 ou 3 ans. On voit que c'est de plus en plus cette préoccupation du temps long, et je pense que c'est aussi ce en quoi vous êtes ce cadre européen. Merci beaucoup pour ce commentaire. Céline, qui prend la parole. Vous m'entendez? Très bien. Ok, merci. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. J'ai 2 questions. L'une, elle est plutôt dans la dimension partage de bonnes pratiques. Oui, Céline Carrier Saint-Gobain. Je suis aussi impliquée avec Rémi dans Efficient Buildings Europe. Voilà, donc la première question, c'est par rapport au partage de bonnes pratiques. Et la question s'adresse plutôt à Uwe. Quelle a été la dynamique de prise de conscience du gouvernement allemand pour changer d'approche et pour mobiliser des financements sur l'approche rénovation intégrée, rénovation Energiesprong. Je pense que ce serait intéressant de faire monter en puissance cette dynamique aussi au niveau européen. Et la deuxième question, elle est plus générale et elle s'inscrit dans le contexte politique actuel. Comment est-ce qu'on va s'organiser pour continuer à faire valoir la rentabilité économique de la rénovation énergétique si un ou plusieurs gouvernements en Europe s'amusent à jouer sur le prix de l'énergie? Alors, on a déjà le cas de certains pays qui n'ont pas vu, certains ménages qui n'ont pas vu la différence entre avant 2020, 2022 et maintenant. Donc, il n'y a pas eu d'augmentation dans certains pays, mais là, on voit que d'autres gouvernements seraient tentés de jouer sur les subsides ou sur la TVA. Et donc, voilà, je pense que c'est une réelle question pour notre communauté. Merci. Merci pour la question. Je ne sais pas s'il y a genre une recette pour la prise de conscience. Je crois que ça dépend toujours de quelques personnes dans le gouvernement. On a parlé avec le Parti vert, on a parlé avec les responsables dans le ministère de l'économie et protection du climat. Et déjà en 2017, il y avait 2 personnes qui ont entendu que ça peut être ce qu'on appelle un game changer, et que ça vaut la peine d'investir dans un projet. Et là, dans ce temps-là, il y avait encore plus d'argent dans l'État, c'est clair. C'était plus facile que maintenant, mais quand même, avec le temps, avec les premiers projets, surtout, on a reconnu que c'est une bonne pratique, que ça vaut la peine de mettre plus de subventions parce que, en fait, c'est la première fois qu'on a au moins la chance de baisser les coûts de la rénovation. Parce que si on ne le fait pas, je crois qu'il n'y a aucun État qui a assez d'argent pour subventionner la rénovation de, je ne sais pas, 70% des maisons dans un État. Et pour ça, on a reconnu que c'est la forme de le faire parce que comme ça, on peut payer la rénovation à travers la réduction des coûts d'énergie. Merci beaucoup. Roland, je vous en prie. Bonjour, Roland Grandchamp-Méry. J'entends tout à fait effectivement la position et l'envie de tout le réseau des bailleurs sociaux de monter leur parc sur des étiquettes énergie et sur la décarbonation pour répondre aux enjeux effectivement européens et français. Moi, ce que je voudrais soumettre quand même comme réflexion, c'est que à l'époque où ces parcs de bailleurs sociaux ont été construits en France, il y a du parc privé qui s'est construit exactement sur les mêmes typologies de bâtis et au même moment. Sauf que ce parc privé, lui, n'a pas les moyens du bailleur social sur son entretien, sur le maintien de la qualité du bâti.
sur du coup la capacité en une seule voie et un seul compte financier lancer des programmes de rénovation globaux, mais une disparité au niveau social. Chaque copropriétaire a son propre compte. Chaque copropriété au sein de ce parc a sa gestion, son syndic gestionnaire, ses difficultés propres. Et ce parc-là, hormis aujourd'hui un peu les collectivités locales et France Rénov qui essayent de se mobiliser pour le rénover, eh ben, je pense que c'est vraiment une voie de massification, puisque nous n'avons en France que 16% de résidences principales en parc social. Et du coup, je vous laisse calculer, ça fait quand même une part bien plus importante de parc privé. Et à savoir aussi qu'en France, eh ben, il y a 60% du parc qui est du collectif. Donc, moi, je travaille sur ce volet rénovation des copropriétés sur mon territoire. Et mes bailleurs sociaux ont, comme l'ont présenté M. Humbert, des niveaux d'étiquette énergie qui ont fortement baissé, puisqu'ils ont mis du solaire thermique, puisqu'ils ont changé les fenêtres à grands coups de renfort d'aide publique. Mais le même bâtiment à 20 mètres ou même adjacent n'a rien fait. Assez peu de renfort public, hein. Je pense que les privés aujourd'hui sont plus aidés que les bailleurs sociaux en général, hein. Enfin, ça, c'est une croyance. Il y a quand même beaucoup de mobilisation. Je n'ai jamais vu un privé aller chercher un prêt de la CDC à 45 ans sur sa PPI ou autre. Oui. Alors, effectivement, il y a des Voilà. conditions Donc, particulières. oui. Après, vous savez, sur les Je copropriétés travaille dégradées, par beaucoup avec exemple, mes il y a bailleurs des taux de sociaux. subvention. Oui, bien sûr, peut-être qu'il faut plus les aider, mais l'entretien courant, déjà effectué depuis 30 ans sur le parc privé, il n'a pas eu 1 euro pour le faire. Donc voilà, j'entends et c'est tout à fait juste et il faut que tout le monde travaille de biais. Mais moi, je prône aussi la transversalité sur les études, par exemple, sur des grands quartiers de grands ensembles où on a 25 bâtiments, mais sur les 25, il y en a 15 en bailleurs sociaux et puis une dizaine en privé. Aujourd'hui, on n'a aucune transversalité d'études, on n'a aucune transversalité, même si l'ANRU est en place. C'est vrai, mais on reste encore dans des écueils où on pourrait être beaucoup plus efficace sur ces sujets. Et peut-être c'est J'aimerais du intéressant, coup vos Roland, par avis. rapport à ça, ouais, sur ce sujet. Je pense que d'ailleurs, c'est un des points que je présentais, mais le point que met l'Europe a dit on a besoin de ces approches territoriales groupées, hein, avec des approches vraiment territoriales, pour se dire il y a des zones où il y a du social et il y a du privé, comment on peut impulser des dynamiques collectives, hein. Tout ce point sur les one-stop shop, c'est quelque chose qui est très mis en valeur, en tout cas dans le texte de la directive, hein, pour embarquer des dynamiques territoriales massives. Hein, et donc voilà, avec différentes formes de ce que peuvent être ces one-stop shops. Il y en a eu historiquement qu'on travaille par exemple que sur des maisons individuelles, d'autres que sur les copropriétés. Comment demain on peut avoir des publics mixtes et des approches sur ces questions. Et là, ça fait partie des choses que l'État, en tout cas que la Commission va soumettre aux États. C'est un peu une revue de ces bonnes pratiques. Je pense que c'est soulevé par quelqu'un qui parfois n'a pas forcément les remontées au niveau européen. Je crois que c'est Rémi qui a appuyé ça, en tout cas les pouvoirs publics de ce qui vient du terrain. Mais en tout cas, il y a en tête que voilà, il y a la Commission qui va rentrer dans une phase de recensement. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose à Turin qui s'est fait ou à Madrid hyper vertueux qui pourrait beaucoup inspirer à Chambéry. Et donc l'idée, c'est que pour guider la façon dont les pays, dont la France transposera, en tout cas, il y a des consolidations de bonnes pratiques. Donc je pense qu'il va être en tout cas très vertueux de remonter en tout cas vers les instances européennes, tout ce qu'on a vu. D'ailleurs aussi ce qui ne marche pas, parce que des fois on a essayé et ça a été compliqué, bah, autant que ça serve aussi pour que d'autres ne se cassent pas les dents comme nous et qui gagnent du temps. Mais je pense que le point de pensée collective à l'échelle territoire, c'est quelque chose qui est en tout cas bien compris, en tout cas comme à quel point ça sera décisif. Bon, sans pour le coup qu'il existe de solutions miracles, mais qu'il y ait au moins une boîte à outils, en tout cas avec des dispositifs qui soient à disposition des élus pour voir comment créer ces alliances territoriales pour changer d'échelle. En tout cas, sur notre territoire, on est tout à fait prêt à être participant, démonstrateur et on a du travail. On a des capacités à vous proposer voilà, des bâtiments à rénover. Merci beaucoup. On arrive bientôt à la fin de ce webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions ou des choses que certains voulaient appuyer? Eh bien, peut-être que vous avez faim
Et c'est OK, c'est le bon moment pour ça. En tout cas, merci du temps qu'on a passé ensemble. Peut-être en 2 mots de conclusion suite à nos échanges. Je pense que le sujet qu'on a, c'est que voilà, on a une urgence du déploiement. Je pense qu'effectivement, tout le monde a conscience qu'il y a effectivement ce besoin de changer d'échelle. Et puis, le défi, c'est comment passer de cette urgence du moyen terme, hein, entre les solutions de court terme de sobriété et plus de GTB, plus de col roulé, qu'on peut déployer à l'échelle d'un an, à des solutions de production et de la construction d'infrastructures qui met plus de 10 ans à être mis en œuvre. Si on veut construire des nouvelles unités d'éolien offshore, de nucléaire, d'hydrogène, alors c'est peut-être des sujets, mais effectivement, et puis avec des impacts sociaux et en termes d'adaptation au changement climatique très limités, on a vraiment cette urgence de moyen terme sur ces solutions qu'on peut changer d'échelle de 1 à 10 ans. Hein. C'est l'échelle aussi d'une commission qui va être là pour voilà, une période de plusieurs années. Et puis, on voit bien que cette question de planification de changement d'échelle dans le bâtiment, notamment de la rénovation, avec un fort impact social et d'adaptation, ça a été historiquement le parent pauvre des politiques publiques. Il y a des sujets aussi de rendre attractives ces filières. Parfois, effectivement, les filières hydrogène ou véhicules électriques ont su peut-être faire plus rêver les politiciens et puis effectivement les universitaires que les filières de la transition du bâtiment. Et pourtant, on voit bien à quel point c'est nécessaire comme ciment social d'une société et d'adaptation au changement climatique. Donc, je pense que c'est le défi qui s'offre à nous, arriver à se projeter de façon plus annuelle dans ces programmations et des coopérations. On a en tout cas quels que vont être effectivement les soubresauts de la politique nationale dans certains États, dont la France. En tout cas, un cadre européen qui va nous tirer et nous forcer à une forme d'intelligence sur la façon d'organiser ça. Donc voilà, à nous de jouer, hein, continuons à coopérer. On sera arrivé en tout cas de bâtir ce genre de coopération chez Ressort avec nos confrères européens, puis dans des coopérations ouvertes entre acteurs économiques, entre maîtres d'ouvrage et facilitateurs. Donc merci à tous de vous être connectés. Et puis donc au plaisir effectivement d'autres échanges sur comment transformer ces intentions en actes par des projets réels sur le terrain à vos côtés. Merci à tous et à très bientôt. À bientôt, merci. Merci.